Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté sur scène ou à l'écran avant d'apprendre les bases du métier d'acteur. Ces leçons vous ont enseigné un devoir, faire plaisir à des publics parfois très différents en fonction des personnages que vous incarnez. Bonjour, Amaury de Créancourt. Bonjour. Alors, on vous connaît à travers la télévision, on vous connaît aussi à travers le théâtre, et il y a également le théâtre en ce moment avec Ring, une pièce au Théâtre de l'Œuvre qu'on va évoquer. Mais vous avez un parcours assez étonnant et le principe des clés d'une vie, chaque soir, c'est de raconter ce parcours à travers des dates clés. J'en ai trouvé une pour commencer, mais elle ne vous concerne pas directement, c'est le 22 janvier 1981. Écoutez. Que la littérature est devenue en France, tout ensemble, une vocation et une profession pour quelques femmes. Marguerite Yourcenar, son discours de réception à l'Académie française, et ça vous touche de près car je crois que c'est votre arrière-grand-tante. Exactement. Elle s'appelait Marguerite de Créancourt. On partage ce patronyme. Et oui, ce discours est spécialement émouvant. Elle parle de ça. Voilà, c'est Jean d'Ormesson qui a beaucoup œuvré à son entrée à l'Académie française. Et oui, c'est une grande fierté d'avoir cette aïeule. Voilà. D'ailleurs, elle s'appelait Créancourt et elle a inversé les lettres de son nom à une lettre près, je crois. Exactement. C'est presque un anagramme parfait. Il y a 2 C dans Créancourt, il y en a qu'un dans Yourcenar. Et vous l'avez rencontrée ? Non, je suis né en 84, elle est morte en 87. Mon père l'a beaucoup rencontrée, mon grand-père aussi. Elle s'entendait pas forcément avec tout le monde dans la famille, mais il se trouve que mon grand-père était vraiment quelqu'un avec qui elle s'entendait très bien. Il y a toute une série de correspondances qui existent entre mon grand-père et elle. Et voilà, j'ai pas eu la chance de la rencontrer, mais je l'ai rencontrée dans ses écrits, bien sûr. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer, j'ai même des lettres d'elle, qu'elle m'écrit après un article. Et elle avait une spécialité, c'est quand vous écriviez un article sur elle, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, elle vous écrivait pour rattraper quelques fautes de français ou de syntaxe. C'est génial. Ça serait bien d'avoir quelqu'un comme ça aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, il se trouve qu'elle a appris la nouvelle de son élection, je ne sais pas si vous le savez, elle était en croisière sur le Mermoz par la radio. Elle était étonnée parce qu'elle ne pensait pas du tout être élue à l'Académie malgré l'intervention de Jean d'Ormesson. Elle a été la première femme à l'Académie où elle n'a pas beaucoup mis les pieds, je crois. Non, j'ai l'impression que elle aimait pas les étiquettes Marguerite Yourcenar et pas forcément non plus les honneurs. Je crois que c'était une observatrice des émotions, de la vie humaine. Elle mettait ça dans ses écrits et je suis pas sûr que les lauriers lui plaisaient tant que ça. Mais elle a fait honneur, je crois, à cette invitation par honneur et par bonheur de pouvoir faire entrer les femmes à l'Académie française. Elle avait ce besoin-là. Et Jean d'Ormesson a beaucoup insisté et œuvré pour ça. Et oui, je crois que c'est génial d'avoir ouvert cette porte qui était réservée aux hommes, de l'avoir ouvert aux femmes. Son discours est sublime. Elle dit... je m'incline devant les ombres des femmes. Et elle a une phrase comme ça qui est sublime. Je m'incline devant les ombres des femmes, des autrices avant moi qui auraient pu y rentrer. Enfin, bref, c'est très beau. C'est magnifique. En fait, son nom est presque un anagramme et votre vrai nom aurait été difficile à faire en anagramme car vous vous appelez Amaury Clean Work de Créancourt. Oui, en fait, c'est une famille. C'est une famille qui est française, qui s'est fait naturaliser belge il y a plusieurs générations quand mon arrière-grand-père a épousé une belge. Donc c'est devenu une famille belge. Aujourd'hui, mon frère et moi, Vincent et moi, on est les 2 seuls Créancourt français. Aujourd'hui, c'est une famille vraiment belge. Donc effectivement, Clean Work de Créancourt, ouais. Alors il se trouve que vous êtes né à Versailles, oui. Mais vous avez grandi en partie dans vos jeunes années en Belgique. Ah oui, de 3 à 11 ans. De mes 3 à 11 ans, j'ai grandi à Bruxelles, ouais. Et après, vous êtes revenu en France pour faire vos études. Ouais. Et je crois qu'en plus, Versailles, où vous êtes né, il y a une particularité, c'est la dernière représentation que vous avez faite avant le confinement. Exactement. On jouait La Machine de Turing de Benoît Solès, mis en scène par Tristan Petit-Gérard. Et donc, il y a eu, voilà, on a tous vécu ce confinement, mais c'est vrai que c'était une tournée. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge. Et quand on joue comme ça en région parisienne, j'essaie de rentrer assez vite à la maison. C'était une de ces dates en région parisienne. On jouait à Versailles. J'étais très ému de jouer là-bas. Mais c'est vrai que je suis parti assez rapidement. On s'est dit au revoir de loin dans un couloir. On s'est dit, bisous, à demain. Le lendemain, on partait à Bordeaux, je crois. Et puis le surlendemain, on partait à San Francisco. Et on est parti nulle part. On est resté tous chez soi, comme tout le monde. Mais là, c'est vrai que ça avait une saveur particulière. On était censé se voir le lendemain pour continuer cette immense tournée de La Machine de Turing et on s'est revu 6 mois plus tard, quoi. Voilà, exactement. Alors, vous êtes né à Versailles, vous allez en Belgique, vous revenez en France.
faites un détour, je crois, par un lycée de la place Clichy, Oui, Jules Ferry. Jules Ferry, Ouais. où vous êtes un élève dissipé dans certaines matières, notamment l'éducation civique, je crois, à Maury de Crayoncourt. Oui, c'est vrai que en fait, ce qui est fou avec cette année-là, c'est une année scolaire à Paris, et aujourd'hui, mes meilleurs amis sortent de cette classe-là. C'est-à-dire que c'est une année scolaire pendant laquelle j'ai rencontré les gens les plus importants aujourd'hui pour moi. Et cette année scolaire-là, c'est vrai que j'étais pas très assidu, et heureusement, ma mère s'est dit non, en première, le dossier c'est important. Mon frère a fait Sciences Po, il a fait voilà, des grandes écoles, et du coup elle a dit le dossier c'est important, c'est pas avec ton petit 10,5 de moyenne. Voilà, j'étais un élève moyen. Ouais. C'est pas avec ton petit 10,5 de moyenne que tu vas aller quelque part. Donc elle m'a fait aller dans la même pension dans laquelle mon frère a été allé, donc à Rouen, au lycée Jean-Baptiste de la Salle, pour faire voilà pour faire une deuxième première et tout. Alors ça a marché sur ma scolarité, c'est-à-dire que j'ai été un très bon élève à partir de là. J'ai eu 20 sur 20 à l'oral de français au bac, j'ai eu la mention bien et tout. Mais malheureusement pour ma mère, c'est là que j'ai attrapé le virus du théâtre, puisque Stéphane Simons, mon professeur de lettres à l'époque, était aussi professeur de théâtre, et c'est à Rouen, dans cette pension, que j'ai découvert le théâtre, et que ça m'a jamais lâché. Voilà, vous l'aviez découvert avant, je crois, lorsqu'il y avait un anniversaire, le spectacle de Granny. Ouais. Oui, Granny, c'est la mère de ma mère, et effectivement, tous les ans, on faisait c'est mon grand frère, justement, Vincent, qui a toujours été qui a toujours eu une âme d'artiste, et qui nous mettait en scène comme ça, tous les cousins. On faisait un spectacle pour ma grand-mère. Et c'est idiot, mais c'est vrai que c'est là que je commençais à me dire, c'est quand même chouette cette chose-là, cette idée de la représentation, cette idée de raconter une histoire devant des gens. Oui, mais il y avait aussi un spectacle de marionnettes qui vous a frappé à 5 ans. Je crois que c'était le baron de Munchausen. Exactement. Cette histoire, et maintenant, chaque fois que je le vois, parce que c'est une histoire voilà, qu'on connaît, et qui est très déclinée. Donc, chaque fois, j'ai une espèce c'est une vraie Madeleine, cette histoire-là. Et ouais, je me souviens effectivement, vous savez, c'est ces sorties scolaires, on vous traîne là, vous n'avez pas le choix de ce que vous allez voir. Et je me souviens qu'on était assez dissipés, comme ça, on était tout contents de sortir de l'école. Mais je me souviens avoir été complètement happé par cette chose-là. C'est ça, cette émotion partagée, ce moment qu'on passe ensemble à se raconter une histoire. Alors, j'en reviens à Rouen, au lycée, où il y a, je crois, des spectacles qui sont montés régulièrement par ce professeur, et vous allez jouer dans Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous allez jouer Dieu à Maury de Crayoncourt. C'est un bon début, ça. Mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que j'avais un rapport vraiment nul au théâtre. Le théâtre, pour moi, c'était uniquement ces sorties scolaires qu'on avait de temps en temps. On n'y allait pas beaucoup en famille et tout, donc voilà. Mais effectivement, cette année-là, se monte Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt. Il manque le rôle du visiteur, donc de Dieu. C'était donc un personnage qui arrive, la première didascalie évoque ce personnage qui arrive en frac, qui fait un tour de magie dans le bureau de Zeus, dans le bureau de Freud. Il y a quelque chose de très plaisant là-dedans, et puis je me suis dit pourquoi pas, et ça a été assez immédiat, la rencontre avec le théâtre. J'ai eu ce sentiment assez étonnant d'être chez moi sur scène. Alors est-ce que ça vient du fait qu'effectivement il y avait ce spectacle qu'on faisait pour ma grand-mère depuis que je suis tout petit, je sais pas, mais j'ai eu une sensation très familière en étant sur scène et en disant des mots, en jouant des scènes. Oui, et cette pièce a porté bonheur à Éric Emmanuel Schmitt, c'était sa première pièce, et il avait déjà connu la célébrité à 17 ans, je ne sais pas si vous le savez. Il était premier au concours général de composition en France, avait été reçu par Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Incroyable. Et ensuite, il a fait une carrière que l'on connaît. Bien sûr, il y a une belle boucle qui s'est bouclée l'année dernière, parce que je jouais chez lui, au théâtre Rive Gauche, La Maison du Loup, donc le spectacle qu'on a fait après La Machine de Turing, donc c'était très beau, après avoir démarré... grâce à lui, avec un texte de lui, de jouer chez lui toute la saison dernière. Oui, surtout qu'il vit à Bruxelles aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a eu ensuite, toujours à l'école, à Rouen, le système Ribadier, pièce de Feydeau, donc un genre très différent. Et là aussi, ça vous a apporté quelque chose à Maury de Crayoncourt. C'est ça qui est génial dans ce parcours-là, et qui fait partie des choses qui relèvent de la chance. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai abordé un premier thème assez sérieux avec Le Visiteur, et puis ensuite on a abordé la comédie, le rire avec le système Ribadier. Et c'est vrai que moi, qui étais non seulement un élève assez moyen, mais aussi j'aimais bien me fondre dans la masse. Adolescent, je me faisais pas remarquer. Tout d'un coup, il y avait une espèce presque de revanche sur l'adolescent qui s'était fait discret toute sa scolarité, où tout d'un coup, grâce à une pièce de théâtre, je faisais marrer tout le lycée. Il y avait quelque chose comme ça qui relève de l'ego aussi, quelque chose quelque chose où je me suis dit c'est chouette ce truc, c'est chouette le théâtre, on peut faire marrer les gens.
Oui, et Rouen est un vivier puisqu'il y a eu un professeur pendant des années qui s'appelait Jean Chevrin, pardon, et qui a formé entre autres Annie Dupéret, Franck Duposque, Valérie Lemercier, Karine Viard et Virginie Lemoine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec Franck Dubosc sur le film de Philippe Lefebvre qui s'appelait Nouveau Départ. Et donc voilà, on a tourné ensemble à ce moment-là. Effectivement, la connexion rouennaise s'est faite. Voilà. Et alors, il y a aussi une chose, c'est que vous avez débuté au cinéma, au lycée, à Maurice-Crayoncourt, avec Sortie de nuit. Mais c'est ça. En fait, la deuxième année à Rouen, déjà cette première année où je fais le visiteur, je veux dire, c'est quand même pas mal. Je me souviens que Stéphane Simons m'avait dit, il a eu bien raison de le faire, m'avait dit attention, c'est un métier qui est très très dur. C'est bien si ça reste un loisir parce que c'est un métier qui est très dur. Et au lieu de me bloquer, cette phrase-là m'a motivé. Je me suis dit d'accord, c'est dur, et bah du coup je vais vraiment cravacher. Et cette deuxième année-là, effectivement, il y a des élèves du lycée qui ont eu cette idée de faire une espèce de film d'horreur, de moyen métrage d'horreur au sein du lycée. Donc ils ont fait un casting au sein du lycée, et c'est le premier casting que j'ai réussi. Du coup, j'ai été pris. On a fait ce moyen métrage. C'était donc un film d'horreur qu'on tournait dans le lycée. Ils avaient eu accès. Je me souviens qu'on a tourné dans la cantine et tout. C'était assez dingue d'être dans la bibliothèque de nuit et tout. Et ça a été assez dingue. Ça, c'était mon premier rapport à l'image, ouais. Oui, et la suite n'a rien d'une horreur, et on va en parler avec une autre date, le 8 juillet 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Amaury de Crayoncourt. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Amaury de Crayoncourt. Nous parlerons tout à l'heure de Ring au Théâtre de l'Œuvre, une pièce que vous jouez en ce moment et jusqu'à la fin de l'année au pire. On pourrait aller plus loin. On revient à votre parcours qui a démarré effectivement de façon discrète au lycée. Et il y a une date que j'ai repérée, c'est le 8 juillet 2011. Première au Théâtre des Béliers à Avignon, du porteur d'histoire d'Alexis Michalik, encore pas très connu. Et il vous a choisi. Ouais, c'est 8 juillet 2011, c'est une date qui est très très importante pour moi en effet, parce que Alexis avait donc une amie dans ma promotion à Asnières. Moi j'ai eu la chance de faire cette école géniale qui s'appelle le Studio Théâtre d'Asnières. Et donc Alexis venait régulièrement voir les travaux d'élèves. Et puis vraiment à la sortie de l'école, je suis sorti en 2010. Il m'a appelé pour effectivement faire sa première création. Il avait déjà mis en scène, lui, des Shakespeare. Il avait adapté des Shakespeare, mais c'est la première fois qu'il écrivait vraiment un texte. Ça s'appelle Le Porteur d'Histoire. Et c'est quelque chose qui aurait même pas dû exister. En fait, l'histoire, c'est un comédien qui laisse libre un créneau dans un festival de forme courte. Alexis qui dit, bon, bah, j'ai quelque chose sous la main, je vais prendre des acteurs. On a fait ça, on n'était pas payé pour répéter. On a fait cette forme courte pour un festival qui s'appelait Les Faits divers. Oui, qui était au Ciné 13. Au Ciné 13, voilà, l'ancien théâtre Le Pic. Et puis en fait, au Ciné 13, tout s'est très très bien passé. Effectivement, on nous a proposé d'aller jouer au Bélier à Avignon. Et donc voilà, le 8 juillet 2011, c'est la création du Porteur d'Histoire à Avignon. Et moi, le Porteur d'Histoire, c'est un spectacle que j'ai joué pendant 7 ans. Ma dernière, c'était en juin 2018. Ça m'a tout apporté, honnêtement. Même ma femme, vous l'avez rencontré un soir. Mais oui, même Baya Reaz, qui est ma femme aujourd'hui et la mère de mes enfants, je l'ai rencontré grâce au Porteur d'Histoire. Éric Rochant est venu voir le Porteur d'Histoire et ensuite m'a pris dans le bureau des légendes. Le Porteur d'Histoire, c'est essentiel dans mon parcours. Ouais, le spectacle s'appelait au départ, je crois, Chasse au trésor littéraire. C'est un sous-titre qu'il y avait pour le Porteur d'Histoire. En fait, Benjamin Bellecourt, qui aujourd'hui est le collaborateur sans doute le plus proche d'Alexis, c'est le producteur de ces spectacles, c'est celui qui a fondé Acme. Benjamin Bellecourt a appelé Alexis Michalik en lui disant, écoute, il y a un festival qui s'appelle le Festival Faits divers. Est-ce que tu as quelque chose autour de ça? Et effectivement, le point de départ du Porteur d'Histoire, c'est un fait divers. C'est en Algérie, une mère et sa fille disparaissent à Mechtala Elat. Alors, il se trouve donc que l'école, vous avez commencé l'école après avoir débuté au théâtre, ouais. Donc à Asnières. Comment c'est arrivé ça? En fait, quand après Rouen, je suis arrivé à Paris. J'étais en Hippocagne parce que je ne pouvais pas tout de suite abandonner les rêves que ma mère avait pour moi. Mais je dis ça en plaisantant. J'étais très heureux évidemment de faire des études et d'essayer d'avoir une tête un peu bien faite. Et du coup, je suis allé en Hippocagne. Mais très vite à Paris, je suis arrivé. J'ai tapé casting sur Google et là, je suis tombé sur plein de choses. Donc, je me suis inscrit en fait comme ça sur un site qui s'appelle book.fr sur lequel on peut trouver des petites annonces, des trucs. Donc, je faisais des petites choses. Je bricolais. Je faisais un petit peu de doublage, je faisais un petit peu de photos. J'ai commencé à faire des pièces aussi à Paris. Je me souviens j'avais joué au Théâtre des Blancs Manteaux, dans un spectacle qui s'appelait Si je t'attrape, je te mords. J'avais fait du café-théâtre, plein de petites choses. Mais assez vite, je me suis senti frustré. Je me suis dit, si vraiment je veux
faire ce métier sérieusement, il me faut des bases plus solides que ça. Et là, j'ai entendu parler de cette école qui est en fait un CFA, c'est un centre de formation d'apprentis comédiens. Et je trouvais ça absolument parfait pour là où j'en étais, parce qu'effectivement, j'avais déjà un petit peu travaillé. Et cette école-là propose du travail en alternance. C'est-à-dire que le matin, on avait des stages. Donc j'ai pu travailler le chant, la danse, la marionnette, la caméra, l'escrime. L'après-midi, des répétitions. Et le soir, on jouait parce qu'on était distribué dans les différents spectacles de la compagnie. Donc c'est une école qui était très riche. C'est-à-dire comme ça que Michalik a pu venir me voir dans des spectacles, parce que c'est pas qu'une école théorique, c'est une école où la pratique est très importante. Oui, je crois que vous avez commencé avec La Cerisée de Tchekhov. Oui, mise en scène par Jean-Louis Martin Barbaz. Voilà, et qui vous a repéré aussi, qui vous a confié un rôle qui était 8 rôles, je crois, dans l'Opéra d'un sou. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est étonnant. Alors, Jean-Louis Martin Barbaz avait monté l'opéra de Katsu. Et après, c'est avec Laurent Fréchuret que j'ai fait l'Opéra d'un sou. Laurent Fréchuret qui a été longtemps directeur du CDN de Sartrouville. Et alors, l'Opéra d'un sou, il avait monté donc l'opéra de Katsu, qui se jouait donc à Sartrouville et puis un peu partout en France. Et il a eu cette idée géniale de faire une forme courte, l'Opéra d'un sou, où je faisais seul tous les personnages de l'opéra de Katsu. Et c'était une forme itinérante. En fait, je me baladais un peu dans les lycées. L'idée, c'était d'amener le théâtre là où il n'est pas. Et pour donner envie aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude du théâtre, de leur dire, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes au théâtre. Le Centre dramatique national de Sartrouville, c'est un théâtre qui est juste à côté d'une cité, et donc j'allais beaucoup justement en cité, dans des écoles, dans des lycées, pour dire aux jeunes de ces lieux-là, de leur dire venez comme vous êtes, parce qu'il y a une espèce de crainte parfois du théâtre. On a l'impression qu'il faut s'endimancher pour aller au théâtre, et c'était cette chose-là de se dire venez comme vous êtes. On est juste là pour raconter des belles histoires ensemble. Et l'Opéra d'un sou, c'était ça. Oui, mais jouer 8 personnages en même temps quand on débute, c'est pas évident. Non, et je crois que dans le porteur d'histoire aussi, je faisais plusieurs personnages. Dans la machine de Turing que j'ai vu plus récemment encore, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu, ce côté un peu protéiforme, ce côté un peu raconter plein d'histoires en même temps. C'est vrai que j'ai un peu commencé avec ça me plaît beaucoup ça. Et en même temps, c'est une façon d'apprendre son métier. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que on dépend beaucoup du désir et du regard des autres dans ce métier-là, et du coup rentrer dans la peau de plein de personnages différents, c'est aussi une façon de montrer son adaptabilité et voilà. En fait, je crois que on a parlé de Bruxelles, on a parlé de Versailles, de Rouen, puis ensuite de Paris. J'ai été au collège, spécialement au collège, et même jusqu'au lycée, nouveau chaque année. Donc quand je suis arrivé à Dreux d'abord, enfin voilà, là je passe un peu des détails, mais il y a eu Dreux, il y a eu plein de choses. J'ai été nouveau chaque année. Je suis passé de Bruxelles de Versailles à Bruxelles, de Bruxelles à Dreux, de Dreux à Rouen, de Rouen à Paris, et puis et du coup je suis arrivé avec des accents différents, des expressions différentes, des façons d'être différentes. Et c'est ça qui faisait que j'étais un élève plutôt en observation chaque fois, parce que je pouvais pas faire partie de tous ces groupes qui se retrouvaient en disant alors qu'est-ce que t'as fait cet été et tout. Non, je connaissais personne. Et du coup, je crois que ça participe aujourd'hui de ma capacité, si tant est que j'ai une capacité d'observation. Et c'est tellement important dans ce métier, c'est que j'ai toujours eu cette chose un peu d'abord observer. Voilà. Et à Amaury de Crayoncourt, il y a une particularité, c'est qu'au départ, vous n'aviez aucune vocation pour être comédien, vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. J'ai l'impression que ça m'est un peu tombé dessus, cette chose-là. Et vous êtes devenu aussi mannequin. Vous avez fait des spots publicitaires. Ouais, c'est avant de rentrer à Asnières. C'est vrai que c'est pour ça que je trouve que c'est un métier merveilleux, parce qu'on peut il y a plein d'endroits par lesquels l'attraper. Le tout, c'est de savoir ce qui nous plaît. Moi, je lutte beaucoup contre le snobisme. C'est un métier où malheureusement, celui qui fait du théâtre public peut parfois un peu mépriser celui qui fait du théâtre privé. Celui qui fait du cinéma peut mépriser celui qui fait de la télé. Et moi, j'ai de la chance dans mon parcours d'être passé de l'un à l'autre, d'avoir fait en même temps Nos chers voisins, dont on a entendu le générique là tout à l'heure, et Le Bureau des légendes, quasiment en même temps. Je trouve que c'est une chance, tout ça. C'est de passer d'une chose à l'autre, et sans snobisme, sans se dire qu'il y en a un qui vaut mieux que l'autre. Oui, et en même temps, c'est rarissime, parce qu'aujourd'hui, on a enfin des comédiens de cinéma dans les téléfilms. C'était pas le cas il y a 20 ans. Oui, exactement. En fait, c'est pour ça que ce snobisme n'a pas de sens, parce qu'en réalité, maintenant, les cloisons tombent. Les cloisons tombent, tout ça est très poreux. On passe très facilement d'une chose à l'autre, et c'est génial. Et dans votre parcours, il y a quelque chose d'étonnant aussi. Vous avez fait beaucoup de doublages, mais des doublages de telenovelas, de séries du Venezuela et d'Amérique du Sud. Mais ouais, ça a été mes premiers cachets d'intermittent, c'était avec ça. Alors ce qui est drôle, c'est que plus tard, j'ai fait du
vrai doublage, si je puis dire, et tout le monde me disait quand je faisais ça, parle pas de ce que tu as fait avant, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de luttes évidemment pour que le doublage se fasse de façon encadrée, et là c'est vrai que c'était des telenovelas qu'on faisait à la chaîne, et justement avant même de jouer au théâtre des personnages différents, quand on doublait ces telenovelas, il y avait, je me souviens, une série qui s'appelait El Diablo, il y avait 238 épisodes. Au tout départ, il y avait tellement pas de budget dans ces studios-là qu'on faisait plusieurs personnages, on doublait plusieurs personnages. Et du coup, il fallait quand même rendre crédible que ce soit différent, donc on changeait, on modifiait nos voix. Ils regardaient juste les 2-3 premiers épisodes pour nous confier des personnages qui a priori se croisaient pas trop, mais sur 238 épisodes, évidemment que les personnages se croisaient. Donc au bout d'un moment, je me retrouvais à doubler 2 personnages qui se parlaient, et donc c'était assez drôle. Oui, il y avait les filles de Judas, Tourbillon de passion, Barbarita, les couleurs de l'amour, parce qu'en fait, c'est une grande mode qu'on ne connaît pas en Europe et qui date des années 60. C'est-à-dire que ça a commencé avec la radio, ça a continué avec la télévision, mais ça marche très très bien là-bas. Mais encore faut-il connaître ce métier, c'est pas évident de faire du doublage. Non, en fait, c'est ce site-là, book.fr, c'est pas pour faire de la pub pour ce truc-là, je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs, mais c'était vraiment génial, c'est-à-dire que c'est un truc où, moi je suis nul en informatique, donc c'est une espèce de truc où on fait tout pour vous, on met des photos, votre CV, votre truc, et en fait on est venu me chercher par là. Je crois que la première fois que j'ai travaillé avec eux, c'était c'était une pub pour Internet. En rencontrant le type là-bas, il m'a dit, tu sais quoi, là, je vais peut-être faire du doublage dans un studio et tout, donc j'ai fait ça. Et moi, je crois beaucoup à ça dans ce métier, les rebonds. On passe d'un truc à l'autre et les choses rebondissent comme ça. Et j'ai cette chance-là d'avoir pas mal rebondi. Ah ben oui, et on va donner la preuve avec une autre date, le 4 juin 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Amaury de Créancourt. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Amaury de Créancourt. Nous parlerons tout à l'heure de cette pièce Ring que vous jouez au Théâtre de l'Œuvre à des horaires très différents, c'est assez particulier. Et mais là, on revient à votre parcours. Donc on a expliqué vos débuts, on a expliqué les galères des telenovelas, tout ce que vous avez fait, et puis Michalik. Et puis il y a une date importante, c'est le 4 juin 2012. La France entière connaît ce générique, nos chers voisins, et vous êtes arrivé, je crois, à la saison 2 dans le rôle du docteur Grégory Derek. Exactement, c'est une grande chance. Décidément, j'ai de la chance, je me rends compte en parlant avec vous. C'est Mélodie Fontaine, une super comédienne qui aujourd'hui fait du One Woman Show, elle est aussi chroniqueuse, qui assistait David Subtil, directeur de casting à l'époque. Et donc, il cherchait depuis pas mal de temps ce médecin dans Nos chers voisins, et il le trouvait pas. Et un jour, Mélodie dit à David, tu devrais voir Amaury. On faisait justement ensemble une pièce au Théâtre des Blancs-Manteaux qui s'appelait Si je t'attrape, je te mords, de Olivier Maille. Et justement, en même temps, curieusement, cette pièce c'était aussi le slogan d'une publicité pour un fromage. Oui, vous savez. C'est bien possible. C'est assez étonnant. Ouais. Et du coup, je fais ça avec Mélodie qui dit tu devrais le rencontrer. Et David dit écoute, je le connais pas, ce gars-là, moi, il a rien fait. Et donc je passe cet essai. Et en fait, ça marche. Je me souviens que David Subtil, dans la foulée, vient me voir justement dans le porteur d'histoire. Et puis, voilà, tout ça aboutit sur un succès, si j'ose dire. C'est-à-dire que je suis pris dans Nos chers voisins, alors que à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de courts-métrages d'école. J'ai fait beaucoup ça, des courts-métrages d'école. C'est assez génial, ça, pour s'entraîner. J'avais fait un Julie Lescaut, j'avais fait une ou deux choses. Mais voilà, mais c'est la première fois que j'avais un vrai rôle récurrent dans une série. Et donc, c'était un beau pari et c'était des rencontres extraordinaires. Oui, et en même temps, c'est difficile parce que les tournages sont très rapides. Ça va très vite et c'est une super façon d'apprendre son métier. C'est-à-dire ? En fait, on doit effectivement connaître une dizaine de sketchs, on tourne 10 sketchs dans la journée. Parfois, on se rend compte qu'on a un peu de temps, donc on nous donne un sketch à la dernière minute qu'il faut potasser en 3 secondes. Et surtout, le manque de temps fait qu'il faut être prêt, c'est-à-dire qu'il faut arriver prêt. On n'a pas le temps de beaucoup chercher parce qu'on peut faire 1, 2, parfois 3 prises et pas beaucoup plus.
Et comme c'est nous qui sommes à l'image, il faut fournir du travail à la maison avant, et du coup ça m'a beaucoup appris. Et puis il y a encore des gens avec qui je travaille, Gilles Alma, qui est un grand ami aujourd'hui. Je fais César Wagner avec lui depuis. Voilà, ça a tissé des liens très forts, tout ça. Quasiment toute la bande vient me voir là justement dans Ring bientôt. On a toujours un groupe WhatsApp. On se parle tous beaucoup, et ça a été une très belle école pour moi, ces chers voisins. Et en même temps, ça vous a donné une popularité immense du jour au lendemain, Amaury Triancourt. Ouais, c'est marrant parce que voilà, j'ai la chance d'avoir fait plein de choses, mais c'est vrai que c'est le médecin dans Nos chers voisins qui revient à chaque fois. Les quelques fois où on me reconnaît, c'est quasiment tout le temps pour Nos chers voisins. C'est un programme qui cumulait parfois 8 millions de téléspectateurs certains soirs. C'était bien placé, c'était juste avant le JT. Alors ça passe encore maintenant sur d'autres chaînes, mais moins en prime time, quoi. Et on faisait aussi justement ce qu'ils appelaient les primes, où on partait justement au ski, on faisait des spéciales Noël, des spéciales. Donc ça a été très très vu cette chose-là. Donc oui, ça m'a apporté une certaine notoriété, Nos chers voisins. Ouais. Est-ce que vous savez comment est née l'idée de la série? Ah non. Eh ben, c'est Alban Etienne, le producteur, qui un soir fait un dîner chez lui, et les voisins oublient leurs clés. Et au lieu d'appeler un serrurier, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont passés par la fenêtre en varap, ils ont escaladé le mur, ils ont cassé leurs fenêtres, ils sont rentrés chez eux. Incroyable. Il a dit c'est incroyable, c'est comme ça qu'est née l'idée de ce feuilleton. Ah, c'est génial. C'est assez étonnant. Ah ouais, c'est drôle. Alors, il y a aussi ce qui est étonnant, c'est que vous avez fait, le mardi, vous tournez Mes chers voisins, et le mercredi, c'est ça. Alors ça, c'est assez étonnant parce que j'ai eu beaucoup de comédiens dans cette émission, mais ceux qui tournent le mardi une série d'humour et le bureau des légendes le mercredi, donc une série beaucoup plus dramatique, c'est rarissime. C'est tellement riche d'avoir pu passer de l'un à l'autre comme ça. C'est vraiment génial. Et c'est pour ça, je crois que là, tout à l'heure, je parlais de snobisme, parce que justement, avec moi, dans Nos chers voisins, il y avait aussi Julien Frison, qui depuis est rentré à la Comédie Française. Et je trouve ces grands écarts-là géniaux. Et effectivement, le mardi, de faire Nos chers voisins, et le mercredi, le bureau des légendes, et ben c'est super, parce que on fait le même métier, on est là pour raconter des histoires, et l'exigence se place pas au même endroit, mais c'est la même exigence de travail. Et j'ai appris énormément en faisant les deux. Et le bureau des légendes, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose de très important dans mon parcours. Ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Alors vous êtes un agent des GSE. Ouais. Vous connaissiez pas du tout cet univers. Pas du tout. Pas du tout. Et justement, Éric Rochant est très précis. On a eu la chance de faire. Là, pour le coup, on avait plus de temps. C'est vrai que on a fait des répétitions. On a fait 10 jours de répétition à la table, comme on dit. Voilà, donc sans caméra, juste à être ensemble, et pour avoir, voilà, pour partir tous avec la même grammaire, le même vocabulaire, la même façon de se parler. Et Éric Rochant est très très précis. Il savait exactement ce qu'il voulait. Et parfois, je me souviens, il vient vous voir pour un truc que vous avez dans votre œil. Je me souviens d'une scène où il me dit, là, je sais pas, il y a un truc, et effectivement, je lui dis, t'es fort, parce que ça arrive, une prise où on est un petit peu moins là, quoi. Et du coup, on la refait, il dit, voilà, là, c'est bon. C'est aussi une série où on est aidé par de la technique. Je me souviens d'une séquence, par exemple, d'écoute téléphonique, où je suis censé attendre une réponse donc de Marina. Si elle dit je t'aime à sa mère au téléphone, ça veut dire que tout va bien. Et si elle le dit pas, il faut que j'intervienne. Donc il y a un truc d'écoute téléphonique. Il n'y a pas de texte, il y a juste une écoute, et ensuite je dois être détendu parce que j'ai entendu je t'aime. On fait une première prise où je souffle, et j'enlève le casque et je me mets au fond. Et là, le réalisateur vient me dire, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, parce que là, la caméra vient te chercher, vient dans ton œil, et t'as rien besoin de faire. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez dingue. Nos chers voisins, où on est filmé de relativement loin, où là, il faut fournir, il faut produire, il faut jouer, et le bureau des légendes où il faut vivre, ressentir et moins montrer les choses. C'est vraiment deux écoles différentes. Oui, c'est très particulier, d'autant plus que le décor est exactement celui des GSE. Ouais. Le chef décorateur, Patrick Durand, est allé là-bas. Il n'avait pas le droit de prendre des photos, mais il a une mémoire photographique, donc il a pu reconstituer les lieux en les ayant visités 2 fois. Exactement. Lui, Éric Rochant et un troisième larron, je sais plus, ont eu cette chance-là, et on leur a dit, il n'y a pas de téléphone, vous entrez, vous ressortez.
Et Eric m'a raconté, effectivement, ils sont sortis, ils se sont pas parlé, ils se sont mis dans la brasserie d'en face, ils ont sorti des papiers, des stylos, et ils ont écrit tout ce dont ils se souvenaient. Et quelques années plus tard, quelques mois plus tard, il y a eu donc la projection justement à la DGSE, et tout le monde, les gens qui travaillaient là-bas, étaient bluffés du réalisme. Et justement sur le réalisme, voilà, donc j'ai eu la chance de travailler avec Sarah Giraudot, que j'ai retrouvé d'ailleurs il y a un mois pour French Lover, le premier long métrage de Nina Rive avec Omar Sy et Sarah Giraudot, qui sortira sur Netflix l'année prochaine. Donc j'ai eu le grand bonheur de retrouver Sarah. Et Sarah, qui joue donc une agent de la DGSE, il y a quelqu'un qui est venu la voir ce soir-là, le soir de la projection à la DGSE, et qui lui a dit « Excusez-moi », avec une petite voix comme ça, exactement comme elle. Je voulais vous dire, c'est très bluffant pour moi parce que j'ai eu l'impression de me voir. Et en fait, c'est là l'intelligence de Rochant, d'avoir pris quelqu'un comme Sarah Giraudot. C'est-à-dire qu'évidemment qu'un agent secret, qu'un agent de la DGSE, c'est pas quelqu'un qui a une balafre ici et où il y a marqué aventurier sur sa tête. C'est monsieur et madame tout le monde. Et donc Sarah est très bien castée dans le bureau des légendes. Amaury de Créancourt, comment vous êtes arrivé dans ce bureau des légendes? Mais Éric Rochant est venu voir donc le porteur d'histoire au studio des Champs-Élysées, où on a eu l'immense bonheur de présenter notre porteur d'histoire. Un soir, Vincent Deniard, qui partait un peu plus tôt. En fait, le studio des Champs est fait de telle manière que on reste un peu après le spectacle, on reste un peu là-haut, c'est perché en haut de la comédie des Champs-Élysées. Vincent nous envoie un message et il nous dit « Je viens de croiser Éric Rochant. Il prépare une série pour la rentrée, appelez vos agents. » C'est ce que je fais. Donc le lendemain, j'appelle mon agent, je dis apparemment il y avait Éric Rochant dans la salle, il prépare une série. Donc le jour même, elle écrit à Hervé Jakubowicz, le directeur de casting de Rochant pour le Bureau des légendes. Le surlendemain, je passe des essais et puis ensuite j'ai été pris. Et sur le tournage, sur les répétitions, j'ai parlé de ça à Rochant. Il m'a dit écoute, voilà, ouais, moi je vais beaucoup au théâtre, j'aime rencontrer des acteurs comme ça. Pour être honnête, tes essais, je les ai regardés un peu comme ça. Je t'avais déjà vu dans le porteur d'histoire, je savais que c'était toi. Et il adore les acteurs de théâtre. Dans la saison 1, il y avait aussi Elodie Navarre. Il y a plein d'acteurs de théâtre et Rochant est comme ça. Donc voilà, j'ai eu cette chance de tomber sur quelqu'un qui est venu me voir ce soir-là. Et puis, ça a continué à la télévision avec Parents mode d'emploi. Et là, si vous êtes un ingénieur qui veut absolument épouser sa fiancée, mais elle ne veut pas et sa fille intervient. Ouais, c'était une chance de faire ça, et surtout c'était assez dingue de faire le programme concurrent, parce que le programme concurrent de Nos Chers Voisins à ce moment-là, c'était Parents mode d'emploi. Ouais, et vous êtes dans les deux. Et j'étais dans les deux, c'était assez fou. En fait, donc Arnaud Ducré, Alix Poisson commençait à se poser la question de faire d'autres choses, et du coup avec Vanessa David, on a été effectivement introduit dans Parents mode d'emploi, et pendant 2 ans, pendant 2 saisons, on a été à 4 comme ça pour faire des sketchs. Et là encore, là j'ai retrouvé Hippolyte Dard. Hippolyte, c'est un réalisateur très important dans mon parcours. Elsa et Hippolyte, qui sont donc un binôme de réalisateurs. Avec eux, j'ai fait des sketchs de Nos Chers Voisins, j'ai fait des Parents mode d'emploi. Ensuite, j'ai fait un épisode de L'Art du crime. Et puis avec Hippolyte, je fais depuis 2 ans Sam sur TF1. Donc voilà, c'est là aussi que j'aime bien les rebonds aussi dans les gens avec qui on va travailler. Je commence là dans un mois, je commence la série de Stéphanie Pilonka où je vais retrouver Gilles Alma de Nos Chers Voisins. Je vais retrouver Éléonore Bernheim que j'avais vu dans L'Art du crime et Stéphanie Pilonka, avec elle j'avais fait le Souffle du dragon où je faisais le mari de Julie Gaillet. Donc voilà, j'aime les recoupements, j'aime les choses qui se rephrasent. Et vous en faites. Et en plus, Parents mode d'emploi, c'était un défouloir pour certains téléspectateurs en disant mais on n'oserait même pas dire à la maison ce qu'on entend à l'écran. Oui, exactement. C'était assez chouette, ça, assez jouissif, je crois, effectivement, pour les spectateurs aussi. Et César Wagner, donc c'est 1 fois par an au minimum. Ouais. Et là, vous continuez aussi. Et là, vous êtes de nouveau un médecin. Exactement. Là, c'est Antoine Garceau. Donc Antoine Garceau, qui est voilà le grand acolyte de Cédric Clapiche, qui a été son premier assistant sur quasiment tous ses films, qui était donc aux manettes de cette série César Wagner, et effectivement j'ai passé des essais et voilà, et qui a insisté pour que ce soit moi. Et donc voilà, j'ai retrouvé Gilles Alma et j'ai rencontré Olivia Cotte, qui est depuis une grande amie. Olivia Cotte, non, je l'avais rencontrée avant dans Les Copains d'abord, une série pour M6 que je vous conseille de voir, qui est sur Netflix maintenant. Donc on était 4 dans cette histoire: Julien Boisselier, Olivia Cotte, Judith Sibony et moi. Et voilà, c'était nos histoires de couple. Autour de nous, il y avait Benjamin Bellecourt, Youssef Hachdi, Romain Lancry. Il y avait que du beau monde. Et effectivement, César Wagner, c'est un rendez-vous. Ça fait 5 ans maintenant que je fais ça. Voilà. Et c'est très agréable.
Et vous faites tout ça en toute humilité, vous êtes tellement discret qu'un jour on vous a confondu avec Grégory Fitoussi. Mais ça arrive régulièrement. Ah bon? C'est incroyable. Et en fait, cette histoire, j'adore cette histoire parce que elle raconte beaucoup sur le métier. C'était donc l'avant-première de Grâce à Dieu. Film de François Ozon dans lequel Baya Reyes, ma femme, joue. Elle fait donc l'avocate de Swan Arlo. On est donc à l'avant-première et il y a ce qu'on appelle le photocall. Donc il y a une affiche du film, une petite dizaine de photographes est présent là pour faire des photos, soit des gens de l'équipe du film, soit un peu des célébrités qui sont là ce soir-là. Et donc moi je suis avec Baya, je la regarde, je dis mais écoute viens, allons faire ce photocall, c'est cool, c'est sympa, ça fait un beau souvenir. Et puis t'es légitime, je veux dire tu fais partie de ce film, allons-y. Et Baya qui est assez discrète, elle fait ah non ça me gêne un peu, je veux pas. Et là un des photographes me reconnaît de loin. Il dit ah bah viens. Et là, au moment où le photographe me reconnaît, alors là, moi, je gonfle d'ego et je dis à Baya, bah, tu vois bien, allez, tu viens, on y va. Et donc là, les 50 mètres qui me séparent de cet endroit jusqu'au de photocall, là, je suis Brad Pitt à ce moment-là. Et donc, on se retrouve devant ce photocall et ce photographe qui m'avait reconnu dit, Grégory, tout droit. Et là, tous les autres photographes t'enchaînaient à gauche, Grégory, à gauche, Grégory, à droite, Grégory. Il m'avait pris pour Grégory Fitoussi. Mais j'adore ce genre d'histoire parce que c'est les moments où dans le métier, tout d'un coup, on pense être arrivé quelque part et le métier se charge de vous dire, calme-toi, voilà. Calme-toi. Donc j'aime bien ce genre de choses. En tout cas, vous ne vous calmez pas dans votre emploi du temps. On va en parler à travers la date du 3 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Amaury de Créancourt. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Amaury de Créancourt. On a évoqué votre parcours nombreux avec les séries à la télévision, le cinéma, le théâtre. Et le théâtre, justement, vous aurez le temps d'y revenir depuis le 3 septembre 2024 au Théâtre de l'Œuvre, où vous jouez Ring, qui est sous-titré « Un voyage au pays du couple », de la première rencontre à la dernière rupture. C'est un spectacle très particulier, car aussi, ce sont 16 scènes différentes. Exactement. Léonore Confino avait écrit Ring il y a 12 ans, et c'est Audrey Dana et Samy Bouajila qui jouaient ça, mis en scène par Catherine Chaube. Gina Djemba, ma partenaire sur scène, il y a 4 ans, est allée voir Léonore et lui a demandé si elle pouvait monter et jouer Ring avec moi. Il y avait déjà l'idée de le faire avec moi. Léonore a dit, attends, il y a 12 ans, j'avais pas d'enfant. MeToo était pas encore passé par là. Si je devais parler de couple aujourd'hui, j'en parlerai autrement. Laisse-moi réécrire un peu. Donc Léonore Confino a réécrit son texte pour le mettre dans nos bouches, à Gina et moi. C'est Comme de Belle-Cise qui nous met en scène. Gina, une fois de plus, a une très belle idée d'introduire le corps là-dedans. Donc il y a Mehdi Baki qui s'occupe de nos corps pour faire des chorégraphies. C'est pas vraiment de la danse, c'est des moments sans texte. Effectivement, c'est une suite de scènes. Donc pour qu'il y ait du lien, elle a eu cette idée-là, à laquelle Com a souscrit immédiatement, de dire peut-être qu'il faut qu'il y ait des passages sans texte qui sont uniquement bougés. Je ne vais pas dire danser, mais bouger. Donc Mehdi s'est occupé de nous, et donc ça fait un spectacle qui est pluridisciplinaire, qui est très joyeux, et pas que. C'est comme le couple, c'est-à-dire qu'on rit, mais on pleure aussi. Il y a des moments qui sont très grinçants, des moments qui sont très heureux. Voilà, ça parle de couple, ça parle d'avoir des enfants, ça parle de tout ça. Et c'est un grand bonheur. On a eu la chance de faire le Festival d'Avignon, donc à Théâtre Actuel, cet été, et on a rencontré un très beau succès. Donc on joue depuis le 3 septembre, et pour l'instant ça se passe bien, pourvu que ça dure. Oui, alors en même temps c'est très particulier parce qu'il y a 16 situations différentes, ouais. Et à chaque fois, à Amaury de Créancourt, vous vous prénommez Camille. Exactement. Léonore s'est dit, tiens, pour que ce soit universel, ce propos-là, peut-être que les deux ont le même prénom, donc elle a trouvé ce prénom unisexe, Camille, et peut-être que tous s'appellent Camille. Et je crois que ça participe du fait que le spectateur se reconnaît dans ces situations-là. C'est-à-dire que le spectateur peut, c'est très agréable, je pense, pour le spectateur, cette pièce, parce qu'il peut vraiment venir piocher. Il y a une scène qui va lui parler, une scène un petit peu moins. L'autre jour, on a eu un jeune qui avait 20 ans qui était là, qui dit, voilà, moi, c'est vrai que toute la partie sur la parentalité, ça me parlait moins. Par contre, sur l'ex qui nous embête, ça me parle. Et je crois que c'est un spectacle qui peut plaire autant à des néophytes, des gens qui sont vraiment jamais au théâtre de leur vie, qu'à des théâtreux, parce qu'il y a cette exigence de théâtre. Et moi, c'est ce en quoi je crois, c'est un spectacle qui est à la fois populaire et exigeant. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est artistiquement exigeant et en même temps, c'est ouvert à tous. Oui, toutes les situations de couple de la vie quotidienne sont évoquées.
Oui, c'est vraiment. C'est compliqué ce thème-là parce que l'amour, le couple, c'est sans doute ce qui est le plus évoqué en art, en peinture, en musique, en cinéma. Donc être nouveau sur ce thème-là, c'est pas facile. Et je crois que grâce à l'écriture de Léonore, grâce à la mise en scène de Côme et grâce au travail aussi sur le corps de Mehdi Baki, je crois qu'il y a quelque chose d'assez pas forcément neuf, mais moderne en tout cas, d'aujourd'hui et qui parle à tous dans ce spectacle. Parce qu'en plus, vous évoquez toutes les situations de la vie quotidienne, les pulsions, l'éducation des enfants, enfin tout y passe. Tout y passe et c'est très agréable d'entendre les rires dans la salle parce qu'on reconnaît les rires de « Ah, c'est exactement ça ». Et c'est vrai que Léonore arrive à toucher au cœur, elle arrive à parler aux gens parce que oui, on s'y reconnaît. On s'y reconnaît dans ce couple qui se rencontre pour la première fois, on s'y reconnaît dans ce couple qui s'est trompé, on reconnaît dans ses meilleurs amis qui se mettent ensemble pour la première fois, on s'y reconnaît dans ce type qui dort pas de la nuit parce que son enfant braille depuis des plombes. Voilà, c'est ça toutes les situations de ce spectacle. Et en même temps, ces situations, il y a quelquefois des efforts surhumains pour rester ensemble. Il y a la rupture, tout y passe. C'est ça, et je crois que c'est une ode à l'amour aussi ce spectacle. Je crois que quand on y va en couple, on sort en se disant, voilà, parce qu'on a vu pendant 1 heure et quart plein de situations différentes et notamment des couples qui vont pas bien. Et je crois qu'on sort de ce spectacle en se disant, en regardant sa femme ou son mari, en se disant, bah, je crois qu'on va bien. C'est important. Vous êtes vraiment un habitué de toutes les situations où il y a plusieurs personnages à jouer en même temps. En fait, oui, c'est tellement des aventures qui sont longues, le théâtre. Je crois que c'est très important de pas s'ennuyer sur scène. Et quoi de mieux qu'un spectacle dans lequel on joue plein de choses différentes pour ne pas s'ennuyer. J'avais un copain comédien qui me disait que voilà, il y a un trio magique comme ça au théâtre. C'est jouer quelque chose qui nous plaît, jouer avec des partenaires qu'on aime et rencontrer le succès. Et avoir ces 3 choses-là, c'est pas si facile que ça. Et pour l'instant, avec Ring, ces 3 choses-là sont présentes et donc c'est un grand bonheur. Et pour préparer vos rôles, vous avez une particularité, Amaury de Criancourt, vous observez beaucoup les autres. Ouais, je crois que c'est important dans ce métier pour être juste quand on incarne un personnage. Par exemple dans César Wagner dans lequel je joue un médecin. Alors j'ai pas mal joué les médecins. Forcément quand tout d'un coup on arrive et qu'on nous dit bah là il faut que tu prennes l'attention d'un patient. Bah, si j'ai pas un petit peu vu ce que c'était ça avant, bah, tout d'un coup j'ai l'air idiot. Et en fait, y a un film que j'adore qui s'appelle Le Trou de Jean Becker, dans lequel on voit donc des prisonniers en prison. Dans Le Trou de Jean Becker, il y a un plan, un moment sur des mains en train de creuser, et je me souviens m'être dit mais c'est incroyable comme il est fort. Et ensuite quand j'ai regardé. Cet acteur-là n'était pas un acteur, c'était vraiment quelqu'un qui sortait de prison. Et du coup, Jean Becker s'était dit qui de mieux qu'un vrai prisonnier pour faire ce geste à la perfection. Et voilà, donc le geste professionnel, c'est quelque chose qu'il faut faire et refaire, on peut pas l'inventer. Et donc l'observation, je crois, c'est très important pour un acteur pour réussir à refaire et à rendre crédibles les choses. Et puis ce qui est étonnant aussi, Amaury de Criancourt, c'est que Gina Djemba, votre partenaire, ne vient pas du tout de votre univers. Elle a été au Théâtre de la Tempête, qui a été fondé à Vincennes par Jean-Marie Serrault, le père de Colline Serrault, en hommage à Shakespeare et Aimé Césaire. C'est pas du tout votre univers. Gina, c'est vrai qu'elle a un parcours. Elle est rentrée au Conservatoire national d'art dramatique. Voilà, elle a fait un spectacle qui s'appelle Les Liaisons dangereuses, mis en scène par John Malkovich. Elle a eu, c'est vrai, ce côté voie royale comme ça avec la grande école, les gros projets rapidement. Et du coup, c'est assez génial on se connaît depuis toujours. On se connaît depuis 2011, depuis cette date du 8 juillet 2011. On se connaît depuis le porteur d'histoire. On se croise sans jamais avoir travaillé ensemble. Et en fait, c'est vrai que c'est assez génial d'avoir des parcours qui sont pas du tout les mêmes et au final de se retrouver sur un même plateau et d'être en osmose et d'être justement crédible, je crois, en couple. Oui, d'autant plus que vous avez joué des classiques. Je crois que vous avez joué Richard III, vous avez joué du Shakespeare. Vous connaissez cet univers. Oui, j'ai fait l'aller-retour comme ça entre le privé et le public. Le Richard III, c'était avec Dominique Pinon qui faisait un Richard
incroyable. Et c'était effectivement avec Laurent Fréchuret, le même avec qui j'avais fait l'Opéra d'un sou. Oui, c'est vrai, avec Édouard Signolet aussi, j'ai beaucoup joué à Théâtre Ouvert, qui est un centre dramatique national à Paris. Donc oui, c'est vrai que ces allers-retours entre privé et public sont fréquents dans mon parcours et c'est un bonheur, c'est une chance. Alors dans votre parcours, il y a une aventure incroyable aussi à laquelle personne ne croyait, à Maurice-Créancourt, c'est la machine de Turing. Ouais. Ça, au départ, personne n'y croyait. Non, c'est vrai. En fait, Tristan Petit-Gérard m'avait vu dans le Porteur d'Histoire, voilà, une fois de plus. Et donc, il m'écrit un jour et il me dit, voilà, écoute, il y a une pièce. Je te promets rien. Thibaut Houdinière, donc le producteur, nous accompagne dans cette aventure, mais nous accompagne, ça veut un peu tout et rien dire. À ce moment-là, on savait pas exactement comment il allait nous accompagner. On va sans doute faire Avignon dans une petite salle. Voilà, il y avait pas vraiment de promesses, notamment financières. C'est idiot, mais quand un metteur en scène vous appelle, évidemment que ça change tout. Et du coup, on répète pendant une dizaine de jours, on répète. Gratuitement pour faire une lecture pour justement convaincre des gens. Moi à ce moment-là je sortais de 7 ans de Porteur d'Histoire, Michalik, Benjamin Belcourt, la production donc de Acmé était devenue des amis et du coup on fait une lecture très travaillée parce que Tristan travaille vraiment ses lectures de façon pointilleuse. Devant effectivement un parterre de producteurs, d'agents et donc ce spectacle dont on ne savait pas ce qu'il adviendrait est devenu ce jour-là après la lecture un projet sérieux parce qu'en fait effectivement Acmé est rentré en coproduction. Suzanne Sarquier qui est la plus grande agent d'auteur, c'est l'agent de Florian Zeller, de Michalik, est devenue l'agent de Benoît Solès. On a trouvé aussi pas mal de partenaires pour ensuite faire une tournée et du coup on est parti à Avignon, à Théâtre Actuel. Cette fois, donc, après cette lecture, justement, Thibaut Houdinière a dit « Je ne vais pas juste vous accompagner, je vais vous produire complètement ». Et donc, on a pu créer la machine de Turing dans d'excellentes conditions. Et c'est devenu effectivement ce spectacle qui se joue encore aujourd'hui au Théâtre Michel, qui a eu 4 Molières, avec lequel on a fait le tour du monde. La machine de Turing, j'ai commencé ça en 2018. Il y a 2 ans, on est parti jouer à Tahiti, à San Francisco, à Los Angeles. On a joué à Casablanca et puis on a joué partout en France. Comment expliquer ce succès ? C'est difficile à expliquer un succès. J'ai l'impression que c'était une pièce qui arrivait au bon endroit au bon moment. Benoît Solès a réussi à écrire une pièce qui parle aux gens, qui touche les gens au cœur, en racontant cette histoire d'Alan Turing, ce type un petit peu en dehors de la société, qui était a priori autiste. Alors autiste, on ne sait pas, le diagnostic n'existait pas à l'époque, mais tout porte à croire que c'est des troubles autistiques qu'il présentait. Il était homosexuel, c'était un crime à l'époque, et en même temps, c'était un génie absolu qui a permis à la Seconde Guerre mondiale d'être raccourci de 2 ans. C'est le père fondateur de l'informatique moderne. C'est un parcours complètement fou. Benoît est tombé un peu par hasard sur cette histoire, et il s'est dit, là, il y a matière à théâtre. Et l'an dernier, vous avez retrouvé Benoît Solès en jouant le rôle de Jack London dans La Maison du Loup. Ouais. Là aussi, c'était très difficile parce que Jack London, c'est un personnage qu'il faut aussi connaître. C'est un sacré morceau, Jack London, et j'avoue que je connaissais pas. J'avais vu Cro-Blanc quand j'étais petit, c'était à peu près tout. Et aujourd'hui, sans être un spécialiste de London, c'est vrai que je me suis plongé dans quand j'ai su que j'avais ce rôle, je suis allé à la bibliothèque, j'ai acheté les 2 Pléiades et je me suis plongé dans Jack London. C'est un auteur qui est extraordinaire. Et justement, quand on a joué la machine de Turing à San Francisco, on a eu la chance d'aller faire un pèlerinage un peu chez Jack London. On a vu sa maison, on a vu là où il a écrit, là où il est mort. Et c'est vrai que ça, La Maison du Loup, ça a été une aventure. Et c'est toujours une aventure géniale. En fait, après Ring, je retrouve Benoît à partir de janvier prochain pour la tournée de La Maison du Loup, la 3e tournée de La Maison du Loup, et encore quelques dates de tournée de la machine de Turing, qui se joue d'ailleurs, foncez le voir, ça se joue là tous les soirs au Théâtre Michel. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par vous pour aller au théâtre pratiquement. et il se trouve que le livre clé qui vous a permis de connaître Jack London, c'est Martin Eden. Et Martin Eden était le livre préféré de Piaf. Et pendant des années, quand elle a connu Delon au début, elle a dit « Tu dois jouer Martin Eden ». Et Delon lui écrivait en disant « Ton Martin Eden ». Et il n'a jamais joué ce rôle. Incroyable, j'ignorais, incroyable. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est une très belle histoire. Alors, dans tout ça, l'avenir, c'est de continuer à faire du théâtre, du cinéma, de la télévision tout le temps? Mais les deux, mon capitaine. Tout. En fait, c'est vrai que à chaque fois qu'on me pose la question de ce que je voudrais faire, en fait, voilà, si j'étais contraint et forcé de ne choisir qu'une seule chose, ce serait le théâtre. Mais je serais bien malheureux de ne faire que du théâtre. Je suis hyper heureux de passer comme ça d'une chose à l'autre. Là, à partir du mois prochain, je tourne une série à Lille la journée et le soir, je tourne à Paris. C'est un grand bonheur. Cet été, je faisais donc
je faisais un film qui s'appelle Avignon, donc ça a été une grande chance. C'est Yoann Dionnet qui réalise son premier long métrage. On a fait un court métrage il y a 3 ans et le court métrage est devenu long métrage et c'est un film qui parle d'Avignon, qui parle de théâtre. Donc là c'était très très joyeux à faire. Et donc en même temps que je faisais ce film qui est un film d'auteur, je faisais aussi un film pour Netflix avec Omar Sy, donc qui était dans une autre logique budgétaire, disons. Et voilà, donc je souhaite moi continuer à faire ces grands écarts, à passer d'une chose à l'autre et à ne pas avoir à choisir. Je serais malheureux d'être obligé de choisir. Je suis pas très inquiet pour vous. En tout cas, pour l'instant, c'est Ring au Théâtre de l'Œuvre que vous jouez. Alors, c'est à 19h pour l'instant. Ce sera à 20h le mois prochain. Et après, ça continuera à 20h. C'est à peu près ça. En gros, c'est ça, voilà. C'est ça. Il faut aller sur le site du théâtre pour voir. Les dates changent pas mal parce que il y a Bérangère Krief qui arrive avec un spectacle magnifique à partir d'octobre. Et c'est ça qui fait que nos dates changent un petit peu. Mais en tout cas, on sera là jusqu'au 18 janvier. Parfait. Et vous ne changez surtout pas. Merci. Restez comme ça. Merci à Maureen Créancourt. Merci d'avoir raconté ce parcours. Et on vous retrouvera un jour dans les Clés d'une vie parce qu'il y a encore d'autres choses à raconter. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.